Salut et bienvenue dans un tutoriel dans lequel nous allons parler de Celery. Alors Celery c'est un outil, une bibliothèque, un outil qui permet tout simplement d'exécuter en back-end, en background, en fond de tâche, des tâches qui justement peuvent être longues. Alors l'exemple de base qu'on prend souvent c'est, imaginons que vous avez un utilisateur qui upload une image. Vous, votre site, il va récupérer l'image et puis après, vous avez besoin de faire dessus des traitements, la rétrécir, puis changer les couleurs, enfin faire plein de traitements un peu à l'Instagram. Et ça peut prendre du temps. Et le problème, c'est que si vous exécutez ça juste après que la personne ait uploadé son image, tout le traitement va se faire et la personne va devoir attendre que le traitement se finisse pour que la page se recharge. Et ça ne va pas. Et donc pour cela, on va utiliser Celery qui va exécuter des tâches en background sur d'autres serveurs même, pourquoi pas. Et de cette façon, l'utilisateur n'attend pas la fin de la tâche et sa page se recharge tout de suite. Alors nous, l'exemple qu'on va prendre, c'est un petit développement que j'ai fait. C'est tout simplement une page avec de quoi uploader le fichier. J'ai une base de données, voilà, avec, c'est très simple, une base myfile qui va contenir en fait les fichiers qu'on va uploader, puis une base item qui va correspondre, alors, on l'a ici, une base item qui va en fait avoir un item. Donc un item en fait ce sera chaque ligne d'un fichier. Donc l'objectif de notre projet c'est que l'utilisateur upload un fichier et nous derrière on va ouvrir ce fichier et chaque ligne de ce fichier on va l'enregistrer en tant qu'item. Donc évidemment pour un fichier qui est petit ça va être rapide, pour un fichier qui est très gros avec plusieurs centaines de lignes, on va avoir plusieurs centaines d'insertions dans la base de données et ça va être long. Alors là évidemment je prends un kappa optimisé pour que ça prenne vraiment du temps. Et dans ce cas-là, l'utilisateur va attendre et ça, ce n'est pas possible. Donc on va faire un exemple. Et le premier exemple, ça va juste être d'ouvrir un fichier qui fait une centaine de lignes et de l'uploader. Donc là, c'est très rapide. Et la raison est simple, c'est que pour l'instant, en fait, je ne fais que sauver mon fichier. Donc c'est un simple formulaire. Donc un form Django qui enregistre le file, rien de plus. Nous, ce qu'on veut faire là maintenant, c'est récupérer ce fichier, l'ouvrir, prendre toutes les lignes et les enregistrer. Donc pour ça, on va faire un manager avec une fonction dans un manager, donc ça va s'appeler item manager. Hop. La fonction, on va l'appeler add many, elle va prendre en paramètre un myfile. Voilà. Ça c'est la base de mon fichier. Le manager, on l'ajoute évidemment à mon modèle. Voilà. Donc il fait quoi? Tout simplement, on va ouvrir le fichier, donc mf.file.file.name, on va l'ouvrir en lecture, as f, on va récupérer toutes les lignes, donc for line in f.readlines, et on va simplement self.create, on va rajouter l'élément dans la base de données. Donc là c'est pas du tout optimisé ce traitement évidemment, mais c'est pas grave parce qu'on a besoin d'un traitement long pour faire le test. myfile égale mf et item égale line. Voilà. Donc cette fonction addMany va tout simplement ouvrir un fichier, prendre chaque ligne et l'ajouter dans la table item. Ça c'est simple, et donc on va l'appeler à partir de notre vue. Donc modèle. Alors j'importe le modèle. Notre modèle c'est un item.object.addMany et ça prend le mf en paramètre. Donc ce coup-ci, quand je vais uploader le fichier et l'envoyer, normalement, si je vais dans items, j'ai 100 items, 99 items qui ont été ajoutés, ça correspond aux 99 lignes de mon fichier test qui est ici. Très bien. Maintenant, faisons un fichier un peu plus long. Donc là, on arrive à 2500 lignes. On va refaire le même traitement. Et là, vous voyez déjà, c'est long. Et ça, on ne peut pas laisser un utilisateur attendre autant, ce n'est pas possible. Il peut quitter la page, on perd le traitement, enfin vous voyez, donc on peut pas faire ça, c'est pas possible. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter cette tâche sur un autre serveur, ou sur le même serveur sur la même machine, mais en tout cas en background, en fond de tâche, et l'utilisateur ne s'en rendra pas compte. Et pour faire ça, on va utiliser Celery. Alors, Celery, première chose à faire, c'est l'installer. Pour l'installer, installer un certain nombre de choses. Donc moi j'ai mis ça dans mon requirement. Donc il faut installer Celery.
Django Celery, ce n'est pas nécessaire depuis les dernières versions. Et SQL Alchemy, je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que vous avez installé ça, eh ben, on va pouvoir commencer à développer. Alors pour commencer, il va falloir qu'on configure Celery. Et ça c'est simple. On va dans le dossier du projet, donc là c'est conf. On va créer un fichier qui s'appelle celery.py. À l'intérieur, on va devoir mettre un certain truc. Donc on va chercher Celery Django. Premier lien. Très bien, vous voyez, c'est expliqué ici. Il faut qu'on copie ces quelques lignes dans le fichier Celery. Il faut modifier donc proj, moi il s'appelle conf. Et proj ici, ça s'appelle conf. Je sauve, je ferme. Donc ça, c'est fait. Et puis après, il faut modifier aussi le fichier ini pour justement appeler la configuration qu'on vient de faire, comme ceci. Donc là, on est bon. On a créé notre app. Donc c'est parti. On va pouvoir maintenant créer les tâches. Alors, par convention, Celery va chercher les tâches dans les applications, dans un fichier qui s'appelle task.python.py. Donc je vais créer mon fichier task, et c'est à l'intérieur de ce fichier que je vais créer ma tâche. Donc ma tâche va s'appeler import file. On va prendre en paramètre l'id du fichier, donc mf_id. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les paramètres évidemment qui sont envoyés ne sont pas envoyés en direct. C'est-à-dire que quand dans mon site web, je vais appeler cette fonction qui est en back-end, en fait, je vais enregistrer, cet appel sera enregistré dans ce qu'on appelle un broker, j'en parlerai juste après. Un broker, c'est un peu comme une base de données, mais avec qui permet de faire des choses en plus, qui sont adaptées à ce genre de situation. Et on va lui passer les paramètres. Et donc, on peut pas passer d'objets, enfin, on peut passer des objets en paramètres, mais c'est pas une bonne idée. Donc, on va généralement passer des ID ou des chaînes de caractères, du JSON, enfin, en tout cas, des informations qui sont, on va dire, plates, qui sont de type simple. Donc moi je passe ici l'ID de mon fichier. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais le récupérer. Donc modèle, donc là il faut que j'importe modèle, .myfile, .object.get pk égale mfid. Donc ça c'est mon fichier. Et puis après je vais appeler mon item, la fonction item que j'appelais dans ma vue tout à l'heure. Comme ceci. Donc cette fonction, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette fonction-là, en fait, je vais l'appeler, tout simplement ici. Task. J'importe, alors il faut que j'importe task, et j'importe mf.id. Donc là, ça paraît correct, en fait, ça va rien changer. Et c'est là où maintenant il va falloir que je mette en jeu Celery, et tout l'intérêt des tâches, c'est qu'en fait, ici, je vais mettre un décorateur, app.task. Il faut que j'importe un pp qui est dans conf. Bon, je vais faire import conf from voilà, conf import app et voilà from conf.celery voilà import app. Donc en fait ici from conf.celery, donc à partir de ce fichier j'importe app, c'est l'app que j'ai créée. Donc ça, tout va bien. Et donc app.task, c'est la chose qui va permettre à Celery de dire, ah bah ça c'est une tâche, donc tu l'exécutes pas maintenant. Tu vas dire au broker qu'il y a une tâche à exécuter, puis derrière il se débrouillera, il l'exécutera. Et ce qui reste à faire, donc si je laisse comme ça, là ça va appeler normalement. Et en fait si je mets le point delay, ça va exécuter en backend. Ça va exécuter dans une instance Celery que je vais lancer. Maintenant j'ai une petite configuration à faire dans Settings. Il faut que j'indique l'URL de mon broker. Donc le broker, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans ma vue, je dis que je veux que ça soit exécuté en background, que je veux que ça soit exécuté dans mon instance Celery et pas dans mon instance web, que ça soit donc exécuté ailleurs. Et donc ça, il va bien falloir que ça soit enregistré quelque part pour que mon instance Celery, à un moment donné, elle sache qu'il y a une tâche à exécuter. Et ça va être enregistré dans un broker. Donc des brokers, il y en a plusieurs. Broker Celery, donc les plus connus, enfin les deux pour la production qui sont utilisables, c'est RabbitMQ et Redis. Moi j'aime mieux utiliser Redis parce que c'est très simple à installer et à configurer, ça marche tout de suite, c'est très rapide. Y a pas de problème. RabbitMQ est encore plus performant, mais après un peu plus chiant à installer. Par contre pour du dev, moi je vais utiliser SQL Alchemy parce qu'il n'y a rien à installer. C'est-à-dire qu'en fait ça va utiliser SQLite. Rien à installer, c'est très pratique et très simple. Et donc là je vais partir là-dessus. Et donc il faut que j'indique que je vais utiliser SQLite. Donc dans mon settings.py, j'indique que le broker que je vais utiliser c'est celerydb.sqlite. Je sauve. Donc là on est a priori bon. Ce qui va se passer, c'est que ma tâche elle va être enregistrée dans Celery. Donc on va voir ça.
et on va faire une démo. Donc, je retourne sur le site, je resélectionne mon fichier, je l'envoie. Là, on voit que c'est direct, donc il n'y a pas eu de chargement. Et on voit que mon fichier CeleryDB a été créé. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il est ici, donc je le réactualise. Je vais dans Messages, et on voit qu'il y a un message qui a été envoyé, et en fait, c'est ma tâche. Ma tâche a été ajoutée dans un fichier SQLite. Et quand je vais lancer mon instance Celery qui est censée exécuter en fond de tâche l'ensemble des tâches que je vais créer, et ben c'est ici qu'il va récupérer les tâches à exécuter. Bon, je supprime celle-là parce que sinon elle va nous embêter. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais justement lancer une instance Celery. Et pour lancer l'instance Celery, bah, c'est très simple, c'est cette commande-là. Donc je lance Celery, -a le nom de votre projet, avec comme paramètre worker, et puis là je dis que je veux des logs. Je lance cette commande. On voit qu'il va bien chercher le broker avec SQL Alchemy dans mon fichier SQLite. C'est très bien. On voit que j'ai une task qui a été découverte. C'est très bien, c'est la task que je veux. Maintenant, on va voir si cette tâche est exécutée. Donc je choisis mon fichier, je lance, j'envoie. On voit que c'est direct, on n'a pas attendu. Et on voit qu'ici, il a reçu une tâche, qu'il est en train de l'exécuter. Et là, il indique qu'il vient de terminer la tâche et qu'elle a pris 6 secondes. Donc là, on a quelque chose d'intéressant. Alors le problème, c'est qu'ici, moi j'ai aucune information, donc on va essayer d'étayer un peu le truc pour avoir des infos supplémentaires à afficher à l'utilisateur. C'est très simple, on va faire quoi? Bah déjà, on va légèrement modifier le modèle. Dans MyFile, on va mettre un process, une variable, qui sera un booléen et qui va nous permettre de savoir si en fait... alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre défaut est à true pour la migration. Donc, je ferme mon Celery, je fais mon make migration, je migrate, parfait. Donc j'ai fait ça pour que tous les files, tous les fichiers qu'on a déjà uploadés soient à true, et maintenant, par défaut, en vrai, ça sera à false, c'est-à-dire que quand on va uploader le fichier, il n'aura pas été traité. Je remake migrations, je migrate, et maintenant, par défaut, ça sera à false. Maintenant, on y va. Donc c'est à false, et moi ce que je veux faire, c'est que, en fait, à la fin de ma tâche, qui est ici, ben, je le passe à true. Donc je vais faire un set, donc un modèle, on va faire un mf.setProcessed. Et cette fonction setProcessed, on va la créer ici. Et elle va tout simplement mettre notre objet, notre processed égale true. Et le sauver. Donc maintenant à la fin de ma tâche, le processed va passer à true. Donc ce que je propose, c'est qu'on l'affiche. On va faire ça simple, donc je l'appelle file.processed, un petit tiret. Maintenant je regarde, donc actuellement ils sont tous à true, donc j'ai considéré qu'ils étaient tous exécutés. J'envoie. Là il est à false. Puis voilà, là j'actualise, c'est toujours à false. Et puis en fait, quand ça sera terminé, ça passera à true. Alors là ce qu'on voit, c'est que ça change pas parce que j'ai oublié de relancer Celery. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que Celery est coupé, donc il n'y a rien qui tourne en back-end. Et ce qu'on pourrait se dire, c'est que les tâches qui sont envoyées en ce moment ne vont jamais être exécutées. Et c'est pas le cas, parce qu'en fait les tâches sont enregistrées dans mon broker. Donc actuellement c'est SQLite. Et donc quand je vais lancer Celery, il va aller chercher et récupérer toutes les anciennes tâches qui ont été ajoutées. Ma tâche est maintenant en train d'être exécutée. Et elle va passer à true une fois que ce sera terminé. Alors après on peut s'amuser à faire d'autres petites choses, par exemple. Là mon fichier il est encore assez petit. On va essayer de le grossir encore. Donc là on a combien de lignes? Voilà, donc là on est à beaucoup de lignes là sur le coup. Je ferme, et ce qu'on va faire, c'est dans notre vue, on va aussi afficher le nombre de lignes qui ont déjà été insérées par exemple, pour voir si ça avance ou pas. File.item_set.count. Donc maintenant, recharger un fichier. Donc déjà je vais réactualiser la page pour voir ce que ça donne. Donc on voit le nombre de fichiers, le nombre de lignes insérées. Bon, je re-upload. Et à chaque fois que je vais charger la page, on va pouvoir constater l'avancement. Voilà. Donc on a vu que Celery c'était en fin de compte assez simple à utiliser, il n'y avait rien de compliqué, et puis ça permet donc d'exécuter en back-end des tâches qui sont très longues. Donc là par exemple la tâche qui est très longue, c'est l'insertion en base de données d'à peu près 50 000 éléments à partir d'un fichier. C'est très long.
Là, l'utilisateur n'aurait clairement pas attendu. D'ailleurs, ça aurait sans doute planté. Il y aurait eu un timeout. Comme je l'exécute en back-end, ça passe. Et puis l'utilisateur peut même, dans ce cas-là, voir l'avancement. Donc après, on peut faire un peu de JavaScript et ça se met à jour tout seul et c'est très joli. Voilà, donc là on a vu les principes de base de Celery. Je vais juste rajouter une information, c'est qu'à chaque fois qu'on modifie une task, c'est-à-dire que si aujourd'hui je vais dans task ici et que je modifie ma tâche, il faut que je relance Celery pour qu'il la prenne en compte correctement. Et pour quitter Celery lorsqu'il est lancé de cette manière, lorsque je fais un premier CTRL-C, en fait il va attendre que ma tâche en cours soit terminée, et puis il va s'éteindre, et si je fais un deuxième CTRL-C, normalement, il va forcer l'extinction si il veut bien. Donc là, il n'a pas l'air de vouloir, mais normalement, il force l'extinction et il coupe la tâche en cours. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est si je le relance. Voilà, donc la tâche n'est pas relancée, ce qui fait que la tâche elle est considérée comme terminée, donc faut jamais quitter comme ça, parce que ça fait des tâches qui ne se terminent pas et ça peut ça peut mettre à mal certains traitements. Donc là, ce qui est important à retenir, c'est que on ne coupe pas un céleri brut. Je pense qu'on a fait le tour, on a à peu près vu les capacités de Celery, c'est plutôt cool. J'espère que vous avez à peu près tout compris, et puis on se reverra dans peut-être une prochaine vidéo.